Bonjour à tous et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, mais plus précisément aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 11, épisode 2. Et différemment à l'habitude, je suis Jean-François, je suis l'animateur aujourd'hui pour cette nouvelle saison et cet nouvel épisode de Balado Ludique. Et je suis rejoint avec deux nouveaux collaborateurs qu'on a déjà rencontrés. Pour le premier, qui est Monsieur Steve, le temple du Meeple. Salut Steve! Salut, comment ça va, JF? Ça va bien, ça va bien. Content de te revoir pour le deuxième épisode déjà de Balado Ludique. Et on se fait, on est joint aujourd'hui là, pour son premier épisode qui se joint à l'équipe Antoine Lefebvre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Soyez indulgents. C'est mon premier podcast. On va Il a participé une couple de fois là, au show de fin de saison. Là. Ben oui, c'est pas son premier. Hein. C'est pas son premier, mais fois. c'est son premier là, en tant que... Il va nous faire des chroniques sérieuses de sujets importants pour le jeu. Alors... Ouais, autant que je peux être sérieux, là. Ça devrait pas être trop dur à battre versus Simon, des fois, qui, on sait, peut déconner assez intensément. Je devrais être un petit peu moins pire. On va essayer de s'en tenir dans les temps aussi. On a déjà, quand même, à force de le dire, là, qu'on fait des épisodes d'une heure, on va y arriver. Hein? C'était quand même un bon premier épisode, de rentrer dans les temps pour une fois que c'est vrai. Qu'on le dit. Donc, bien content que ça puisse être des épisodes un peu plus concis, mais ça ne manquera pas de contenu quand même. Parce que oui, on va avoir des chroniques avec nos deux invités, avec nos deux chroniqueurs aujourd'hui, Steve et Antoine. Et on va commencer quand même tout de suite la part des choses et parler d'actualité ou juste de jeux qu'on a joués dans la semaine, de choses qu'on a envie de parler avant de rentrer dans le cœur du sujet. Alors, est-ce que, Antoine, tu as des choses à nous dire, des choses à nous raconter là-dessus? Oui, en fait, moi, je vais vous parler d'un jeu auquel j'ai rejoué cette semaine, que j'avais pas joué depuis un bon petit bout de temps, là. C'est un jeu basé sur un jeu vidéo, qui était lui-même basé sur un autre jeu vidéo. C'est le premier projet commercial de l'éditeur canadien Roxley Games, qui est maintenant plus connu pour Santorini et aussi les nouvelles éditions de Brass, évidemment. Je parle du jeu Super Mother Load qui est sorti en 2015 de Gavin Brown et Matt Tolman. Il contient aussi des belles illustrations de deux Québécois par ailleurs, donc Lina Cossette et David Forêt, alias Mr. Cuddington. Super Mother Load, c'est un jeu qui mélange plusieurs mécaniques. La base, ça reste du deck building, mais il y a aussi beaucoup de gestion de main et du placement de tuiles. Les joueurs vont représenter des corporations qui vont extraire des métaux, des minéraux d'une planète. En fait, bon, c'est Mars, là, c'est le thème, vous allez me dire, qui est un peu surfait. En 2015, c'est en 2015, ça commençait. il n'y avait pas des tonnes. C'est ça, mais tu sais, ça aurait pu être n'importe quelle planète, puis ça aurait absolument rien changé à la thématique. Ce qu'on doit faire, en fait, c'est qu'on doit jouer des cartes de notre main, qui sont de la même couleur, pour pouvoir creuser des tunnels plus ou moins longs, pour ramasser des richesses qui sont dans le sol. Des fois, on va ramasser des artefacts extraterrestres. On peut ramasser des petits bonus aussi. Donc, il y a plein de trucs sur le plateau. Et ça se joue sur un plateau central commun. Donc, c'est pas chaque joueur va avoir son petit plateau à creuser, c'est vraiment une planète. Et tout le monde va contrôler un peu le même robot pour creuser leur tunnel. Donc, c'est une des choses qui est vraiment différente, selon moi, là, par rapport aux autres deck builders. C'est un des premiers qui a fait vraiment un plateau central commun. Donc, ça crée beaucoup d'interactions, qui est une chose vraiment intéressante dans ce jeu-là. Et aussi, une grosse différence par rapport aux autres jeux de deck builder, c'est que tu ne piges pas de cartes, ni au début, ni à la fin de ton tour. Si tu veux piger des cartes, tu dois absolument utiliser des actions de ton tour. Donc, tu as 2 actions par tour, donc tu dois utiliser une action pour piger 2 cartes. Donc, la gestion de main devient extrêmement importante parce que si tu termines ton tour avec plus de cartes en main, ben, tu risques de pas faire grand-chose à ton tour d'après.
Donc, ou tu sais, d'être un peu à la merci de ce que tu vas piger. Mais ça peut aussi dire que tu vas vouloir faire 2 actions de pige de cartes, puis c'est tout ce que tu vas faire dans ton tour. Fait qu'il y a beaucoup de gestion de main intéressante dans ce jeu-là. Oh. Par contre... j'allais dire, ils font toujours des beaux jeux, Roxley. Roxley, oui, effectivement. Mais le visuel, en fait, de ce jeu-là, je vais en parler tout de suite, là, il est basé, en fait, sur le jeu vidéo. C'est carrément les images du jeu vidéo Super Motherload, qui était un Kickstarter de jeux vidéo indie en 2012. Donc, ils ont récupéré le même visuel de ce jeu vidéo-là pour faire le jeu. Donc, ça donne un look un peu rétro, presque années 50, science-fiction. C'est vraiment... moi, je le trouve de toute beauté, en fait, là, mais c'est pas tout le monde qui va aimer le visuel. La couverture est écœurante. Déjà, là. Ça dépend de laquelle édition. Il y a 2 éditions. Il y en a une des 2 qui est plus belle que l'autre. Je vous laisse décider. Oh mon Dieu, oui. Chacun ses goûts. Là, la première édition, en fait, le bonhomme, il y a une espèce de casque qui ressemble à une espèce de bulle, là, vraiment années 50-60. C'est très drôle. Ça fait 2015. Ça ressemble un peu à Spaceballs. Donc, c'est ça. Une autre mécanique qui est intéressante dans ce jeu-là, c'est que quand tu ramasses des ressources pour acheter des cartes, donc tu ramasses des ressources qui vont te donner de l'argent, sauf que tu peux pas mettre tes ressources, en fait, tu peux pas les séparer pour acheter plusieurs cartes. Si tu ramasses 3 ressources, tu dois absolument les mettre sur un seul achat. Donc, ça va vraiment jouer dans ta stratégie parce que tu pourras pas dire, je vais acheter telle carte, ce tour-là. Tu vas être obligé de vraiment d'en acheter une seule. Donc, si tu ramasses 20$, puis tu as des cartes qui coûtent 10$, ben tu as comme gaspillé 10$ parce que le change, tu les ressources, pas. Tu les gardes pas d'un tour à l'autre. Ça devient vraiment... Ça, c'est... Non. Tu creuses, par contre, si tu n'as pas assez... Puis avec ça, tu t'achètes ce que tu peux. Là. Exact. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que si tu n'as pas assez pour acheter une carte, c'est que tu peux placer les ressources sur une carte pour l'acheter plus tard. Donc, tu peux comme placer des ressources puis éventuellement acheter plusieurs cartes dans un même tour, mais tu ne peux pas séparer tes ressources que tu as ramassées dans une seule action. Donc, ça fait vraiment une gestion de ressources qui est différente aussi des autres jeux. Donc, c'est vraiment ces aspects-là, moi, que j'ai trouvé intéressants. Petit bémol, on a joué à 4 joueurs. Et c'est la première fois que je l'ai testé à 4 joueurs. C'est pas l'idéal. Parce que, comme j'ai dit tantôt, étant donné qu'on pige pas de cartes en début de tour ou en fin de tour, ça fait que tu sais pas trop ce que tu vas faire le tour d'après. Parce que des fois, tu n'as pas tes cartes en main, puis peut-être ta première action, ça va être de piger. Donc, tu peux comme pas préparer d'avance ton prochain tour, donc ce qui fait que le jeu est quand même un peu lent à ce niveau-là. Par contre, à 2 joueurs, c'est vraiment, vraiment excellent parce que ça donne vraiment un espèce d'aller-retour là, de duel, puis tu veux pas laisser l'autre joueur dans une position trop favorable. Donc, tu essaies de faire une action sans lui donner trop de possibilités. Donc, c'est vraiment un jeu de 2 joueurs excellent. À 3, il est très bon aussi, mais à 4, je le conseille. Ça, à 2, tu dois avoir un meilleur contrôle sur le plateau central. Ouais, justement, sur qu'est-ce que tu vas faire. Effectivement, je comparais presque ça à Five Tribes, là, mais c'est pas aussi pire que Five Tribes. Là. Mais dans le sens que rendu à ton tour, le plateau a quand même changé beaucoup. En plus de pas savoir ce que tu as en main c'est comme pas action, tu sais pas ce qui va rester sur le plateau non plus. Exact. Donc ça, c'est la petite problématique là, du 4 joueurs. Donc la partie se trouve un peu plus longue, même si en fait le plateau il est aussi grand. Donc il y a autant de tours, mais le problème c'est vraiment le temps de jeu entre les joueurs qui est très ralenti. Là. Okay. Donc c'était vraiment le jeu que j'ai joué cette semaine, qui est quand même encore un jeu que j'apprécie beaucoup, qu'on n'en parle pas tellement, malheureusement, mais que moi je pense qu'il mérite d'être découvert. Non, en effet, je pense que je l'avais peut-être déjà vu, mais pas vraiment entendu parler. Merci Antoine pour cette découverte. Donc, un jeu de Roxley Game. On va continuer vers toi, mon cher Steve. Oui. J'imagine que tu as pu essayer quelques jeux cette semaine, les derniers temps. Oui, cette semaine, j'ai fraîchement acquis un nouveau jeu, parce que c'est dans ma nature d'essayer plein de nouveaux jeux, des fraîchement nouveaux. Quoique, j'apprends à découvrir les plus vieux jeux.
On y va avec un jeu de Alain Orban qui est connu pour le jeu Troy et Black Angel. C'est un jeu qui se nomme Hippocrate, qui est sorti en 2022. Il a fait une campagne Kickstarter, mais je vous dirais que le Kickstarter ou le retail n'a pas vraiment de différence, sauf si vous voulez un plateau qui mesure 5 mètres au lieu de 3 mètres de long. Ça, c'est déjà un des défauts, c'est le plateau de jeu qui est vraiment très gros. Dans Hippocrate, dans le fond, on est dans la période après Hippocrate. Hippocrate qui était un des premiers médecins qui y allait plus pour la science que pour la saignée, puis des choses comme ça. Donc, vous allez soigner des patients qui vont se retrouver dans une file d'attente. Vous allez les accueillir, vous allez recruter des médecins pour les soigner. Vous allez tenter aussi de faire l'acquisition de médicaments en fonction de ce que les patients ont. Et vous allez faire ça, dans le fond, tout au long de la partie. Et chaque médecin qui vont remplir leur contrat vont vous donner des points de victoire. Et chaque patient qui vont être soignés vont vous donner des points de victoire. Par contre, des patients, ça peut tomber à l'urgence et tomber mort, tout simplement. Et des patients morts dans votre clinique, ça n'a pas une bonne réputation. Dans le fond, à votre tour de jeu, le plateau est quand même bien séparé. On commence par la partie du bas. Vous allez avoir tous les patients que vous avez. Vous allez brasser des dés. En fonction du résultat, ils vont être placés à certains endroits. Ça va définir, vous allez avoir accès à quel patient. Dans le fond, il va y avoir, au début, il y a un ordre de tour. Le premier va choisir quelle colonne. Il va choisir justement le patient qui est à côté du dé, va le prendre. Mais ça va aussi déterminer l'ordre du tour pour le prochain choix de patient. Parce que chaque personne va choisir un patient. Après ça, on va rebrasser les dés, parce qu'il va y avoir des emplacements différents. Là, en fonction d'où est-ce qu'on est placé sur la track, où est-ce que vous avez choisi votre patient, il va y avoir un ordre de tour différent. On va répéter ça 3 fois pour la première ronde. On va avoir accumulé, normalement, aux premières rondes, 3 voire 2 patients, parce que certains emplacements qui vont être vides, qu'on peut tomber avec ça, qui vont vous donner de l'argent. Il va y avoir un moyen de mitiger l'emplacement des dés pour pouvoir choisir des patients qui nous intéressent plus. Les patients, qu'est-ce qu'on va voir dessus, c'est justement, ils vont vous donner de l'argent pour que vous les soigniez, évidemment, mais ils vont vous indiquer aussi les médicaments qu'ils vont avoir besoin. Deuxième phase, c'est on va faire recruter des médecins. Dans le fond, en fonction aussi d'où est-ce que vous avez pris vos patients, parce que si vous prenez un patient qui est un petit peu plus loin dans la file d'attente, qui est un petit peu plus bas, ça se peut que votre réputation soit atteinte. Donc, vous descendez sur la traque de réputation. Et si vous descendez sur la traque de réputation, pour la deuxième ronde, vous allez choisir après les autres. Donc, vous allez peut-être tomber avec des médecins qui ne concordent pas tant avec vos patients que vous avez. Parce que sur vos médecins, vous allez voir justement des couleurs de ressources, que c'est dans le fond les médicaments qui sont capables d'administrer à vos patients. Donc, il y a un petit puzzle avec ce niveau-là. Sinon, vous pouvez acheter des ressources justement pour les médicaments que vous allez acheter. Mais si vous achetez dans le fond, si vous engagez plus un médecin et que vous achetez en plus les médicaments qui sont en dessous, vous allez avoir un bonus. Donc, il y a intérêt à avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire l'acquisition de ça. Mais il y a quand vous faites l'acquisition justement de certains patients, ça peut vous faire perdre de l'argent. Donc, il y a ça à gager. Ensuite de ça, on va avoir un petit puzzle assez solitaire qu'on va être chacun de notre côté. C'est dans le fond, on va connecter les patients avec les médecins en fonction des ressources. Ça se peut on va souvent connecter deux médecins sur le même patient. C'est comme si le patient demande des ressources vertes et des ressources bleues et que vous avez un médecin qui fournit du vert et un autre du bleu. Vous connectez les deux, puis ça va soigner le patient. Il faut s'assurer aussi d'avoir les ressources pour remplir ça. Donc, un petit puzzle spatial à ce niveau-là à gérer. Les patients que vous n'êtes pas capable de fournir parce que vous devez fournir toutes les ressources, sinon ils vont vous tomber à l'urgence. Et lors du prochain tour, si vous n'êtes pas encore capable de les soigner, c'est là qu'ils décèdent et ça, c'est des points négatifs. Donc, c'est ça en gros le jeu. On fait ça durant 4 rondes. Une petite chose que j'avais peur du jeu, c'est que c'est 4 rondes, puis je me dis, on fait tout le temps la même chose au bout de la ligne. On dirait que le puzzle, justement, il est assez complexe à être efficace, à être bon, justement. Le petit aspect, le fun, justement, où est-ce qu'on recrute les patients en fonction de ce qu'on va avoir comme médecin. Parce que les médecins, une fois qu'ils ont rempli tout leur contrat, c'est où est-ce qu'il y a des petites... si tous leurs remplacements sont complétés, ils partent à la retraite. Donc, ils s'en vont de notre jeu. Donc, on les aura plus. Ça va nous donner des points de victoire. On va plus besoin de les payer parce qu'à chaque ronde, on va devoir payer ces médecins-là aussi. Donc, un petit... je pensais que ça allait être peut-être redondant, mais ça a quand même bien passé. J'ai peut-être un petit doute, je dirais, sur la longévité à long terme, ou peut-être au bout de 4, 5, 6 parties, peut-être que le jeu va s'essouffler.
Mais je trouve que c'est un jeu, moi, avec une thématique quand même assez originale, que c'est peut-être, vu la quantité de jeux que j'ai, un 2-3 parties par année, va me suffire, puis qui va quand même perdurer dans le temps. Le matériel est vraiment génial. Chaque médecin, les illustrations sont magnifiques, sont toutes différentes, les patients aussi. J'avais parlé de Dummy Player avec le premier épisode. Ben oui, je voyais que ça se jouait à 1, justement. Je me demandais si tu avais pu... Oui, mais même le Dummy Player est impliqué dans une partie à 2 et 3 joueurs aussi. Ok. C'est parce qu'on voit en bas du jeu, il y a vraiment beaucoup de patients. Il y a 6 colonnes avec 3 patients, on a 18 patients. Mais les demi-players, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ils vont regarder, ils ont tous des chiffres, les patients. Le demi-player va prendre le patient où est-ce qu'il y a un dé qui a le chiffre le plus haut, puis il va l'enlever. Comme ça restreint le marché. Si on était 2 pour 18 patients, ça serait pas mal plus facile d'avoir qu'est-ce qu'on veut, que justement le demi-player va vraiment épurer ça, puis ça va plus complexifier ça. Même chose pour les médecins en haut, puis ils sont vraiment faciles à gérer parce que tu fais juste regarder le chiffre le plus haut sur le patient, plus haut sur le médecin, puis il l'élimine. C'est un vraiment demi-player, facile à mais qui gérer. joue pas vraiment, là, de ce que j'en Non, comprends, c'est ça, dans il le fera fond. pas de points. Il élimine, C'est ça, il fera pas de points. il élimine des éléments du jeu. Donc, à 4 joueurs, Exactement. j'imagine que ça, c'est pas là. Donc, Il y en a c'est pas, c'est vraiment ça, pour justement. limiter tes possibilités à moins de C'est ça. 4 joueurs. Ouais. Et En fait, moi, je vois qu'il y a beaucoup de similitudes quand même au niveau thématique, au niveau même des phases d'action avec Ouais. Dice Hospital. Ça a l'air d'un jeu plus lourd, par contre. Là. Ce que moi, j'ai compris, c'est que c'est un euro quand même moyennement lourd. Contrairement à Dice Hospital, qui est peut-être un peu plus Ouais, dans simple c'est ça, j'avais d'approche. joué à Dice mais- Hospital. Je dirais que c'est un léger, mais tu sais, c'est pas pour des nouveaux joueurs quand même. Celui-là se retrouve dans le mid-weight, justement, tu sais, qui est au-dessus de Dice Hospital. Là, à ce niveau-là. Mais thématiquement, est-ce que ça se passe un peu à l'époque moderne aussi, ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans Vraiment le dans temps le temps d'Hippocrate? d'Hippocrate, justement. Tu sais, qu'on voit, c'est vraiment le look, là, vraiment. On voit comme la Grèce antique. Ça. Tu sais, si je peux dire des défauts, un défaut que je trouve tellement niaiseux, le plateau est vraiment très très long. On a une traque de score, mais nos petits jetons de points sont plus gros que les emplacements qu'on a. Tu sais, l'espace sur la traque est plus petit que notre jeton, mais la traque de score ne prend même pas le plateau au complet. ah non, Tu sais que- c'est juste un Puis, côté, puis... Problème de design. Ouais. En plus, il, ça, est c'est très, classique. il est très long, puis on dirait qu'il y a beaucoup d'espace entre la section du haut et du bas. Oui, C'est c'est ça que juste j'allais dire. comme une grande fresque grecque. C'est comme Il y a- t'as la thématique dans ta face, c'est là. j'ai rentabilisé un petit peu de choses parce que cet espace-là, parce que les petits tuiles aussi des patients, il va en avoir des nouveaux. Ceux qui vont rester vont te donner des pots de vin. Ils vont rajouter $1 dessus pour t'inciter à la prendre. Puis il va en avoir des nouveaux. Mais tu sais, la pile de réserve, je la mets sur cette fresque-là. Et les ressources, je la mets sur cette fresque-là. Donc ça prend pas de la place sur la table non plus. Un classique de Kickstarter, pourquoi c'est aussi gros que ça? C'est si tu flippes le plateau de bord, il y a l'extension qui fit en plein milieu. Il y a comme des emplacements pour l'extension. Extension qui n'existe pas encore. Ok. Je trouve ça assez ordinaire de faire un plateau en fond. C'est comme m'avoir vendu un jeu à moitié parce que tu as quelque chose en développement et tu n'as pas voulu attendre de l'avoir fini. Ou tu veux une faire plus d'argent. C'est un classique de Kickstarter. Ah, puis ils te l'ont Sinon, déjà c'est un beau vendu, petit- l'extension, en tout cas à ceux qui l'ont acheté. Là. Ben, il n'y a même pas. Ça n'est pas disponible, mais ils te disent qu'il y en a une. Je trouve que peut-être pour la complexité du jeu, je ne vois pas vraiment l'intérêt de complexifier la chose. Je trouve qu'il est parfait de même. Je dirais peut-être que si vous êtes 3 ou 4, ça va, pour ce que c'est, peut-être ça va être trop long, je trouve, pour qu'est-ce que c'est. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de place à Analysis Paralysis là-dedans, parce que, tu sais, voir à long terme les médecins, comment j'arrange mon puzzle spatial. Moi, je l'ai joué avec ma conjointe à 2 joueurs, on l'a joué en 1h15, mais on est zéro. Tu sais, nous autres, on se laisse border par le jeu, puis tu sais, si ça n'a pas marché notre puzzle, ben c'est pas la fin du monde. Là. On fait juste s'amuser pour avoir du fun. T'sais, ça va durer 1h15. Puis que, je vois ça à 4 joueurs peut-être durer 2 heures. Puis pour ce que le jeu est, je trouve que 2 heures, ça risque d'être beaucoup. Puis il annonce un 90 à 120 minutes au jeu. T'sais. Ok. Ouais, mais moi, je dirais qu'une heure et quart, en fait, pour une première partie à 2 joueurs, c'est quand même pas C'est si ça. mal Je trouve que que ça. là. à 2 joueurs, il va shiner plus justement parce qu'il risque de durer 1 heure et quart. Puis pour ce qui est, je trouve qu'il Ouais. il fit bien à 1 Il va heure. moins s'étaler dans le temps.
Est-ce qu'il y a de l'interaction entre les joueurs? Y a-t-il une raison pour laquelle tu voudrais jouer à 3 ou 4? Ou c'est juste parce qu'on se bat un peu pour les mêmes Tu sais, éléments, on a c'est les ça, tu sais, marchés tu peux communs? décider justement, tu sais, de quel, tu sais, avoir intérêt d'aller, tu sais, je vais peut-être prendre justement un patient qui est peut-être un petit peu moins intéressant sur la track en bas pour pouvoir en prendre un qui serait plus intéressant à la prochaine ronde. Peut-être jouer dans les plates-bandes des autres en faisant ça. Mais je te dirais que dans le jeu, t'es mieux de penser à tes choses avant de penser aux autres parce que t'as plus de chances de fucker ton puzzle à la place, tu De pas remplir tes objectifs, puis de Fait que pas avoir les bons. sais. c'est ça, le hate drafting est pas mal moins possible à ce Ça moment-là. se peut que ça donne que je prenne ton patient. Ça. Donc, c'était Hippocrate de Alain Orban de la compagnie Game Brewer. Excellent, merci beaucoup. Alors, je vais finir cette petite round de jeu, nouveauté qu'on a joué. Moi aussi, j'y suis allé avec une nouveauté assez récent. Ben bon, ça date quand même déjà de 2020, mais ça passe tellement vite, ça passe tellement vite. Et c'est une adaptation d'un jeu vidéo qui se nomme Anno 1800. Alors, c'est un jeu de Martin Wallace et édité par Cosmos. Alors, Anno 1800, pour ceux qui connaissent, ben, c'est une grande série là, de jeux vidéo fait par Ubisoft, si je ne me trompe pas. Et bon, il y a des anneaux, c'est des city building principalement qui se passent à différentes époques. Puis donc, il peut, dans le futur, il y en a tu sais, dans 1400 et tout ça. Donc, le 1800, moi, c'est le seul, en fait, de cette série que j'avais joué en jeu vidéo et j'avais beaucoup apprécié la thématique, j'ai beaucoup apprécié là, tout le développement puis comment les mécaniques de jeu du jeu vidéo étaient faites. Donc, quand j'ai vu ce jeu, j'ai sauté dessus, je veux l'essayer. C'était d'ailleurs lors d'un Stack Academy. euh, et oui, le retour des Stack Academy, le retour de certaines conventions, enfin, on peut sortir et jouer à des jeux ensemble et voir du monde. Ça fait du bien, surtout que c'est un jeu que j'ai pu jouer à 4 joueurs. Donc, on a pu voir vraiment un peu le plein potentiel, là, que c'est un jeu qui se joue jusqu'à 4. Et dans Anno, ben, en gros, on construit notre vieux monde parce que oui, on est des personnes riches qui construisent une ville, une cité, un État dans le vieux monde et on va avoir l'option d'explorer, continuer à explorer le vieux monde pour extendre notre domaine, mais aussi explorer le nouveau monde, envoyer des bateaux vers le nouveau continent pour ramener des ressources plus rares. Et ben, c'est un gros jeu économique. Hein. Bon, c'est un Martin Wallace. euh, Déjà, on se lance là-dedans, on se doute un petit peu de à quoi ça va ressembler, engin économique, tout ça. Et ce que ben, j'ai beaucoup aimé là, du jeu Anno 1800, c'est que ben, déjà de base, c'est très fidèle aux jeux vidéo. Tous les éléments sont là. Un des principaux éléments, ben, c'est qu'on a différents types de travailleurs. Là. On a les fermiers, les paysans, les ingénieurs, les investors, puis je me rappelle plus, il y en a un autre sorte, mais il y a comme 5 types d'ouvriers différents qui ont un statut social, si on veut, qui vont coûter de plus en plus cher à engager, ou du moins à faire venir sur notre île. On va aussi, évidemment, construire plein d'industries. On va construire des industries de briques, de steel, de papier. On va pouvoir créer des industries basées sur la récolte de café, donc sur des ingrédients plus luxueux ou du moins qui viennent du Nouveau Monde, dans le but de les transformer. Et tout ça ben, va se faire sur notre petit plateau personnel, petit plateau qu'on va construire nos industries, qu'on va y mettre nos travailleurs. Et à chaque tour, dans le fond, tu vas faire une action, parmi plusieurs choix d'actions. Ben, dans le fond, une des actions possibles, évidemment, c'est de construire une nouvelle industrie. À chaque fois qu'on construit une industrie ou qu'on veut jouer une carte de notre main, ben, ça nous demande de produire des ressources. Produire des ressources, tout ça que ça implique, c'est de placer un ouvrier du bon type sur l'industrie, donc l'industrie qui produit cette ressource-là. Euh, donc, tu veux du bois, ben, tu prends un de tes paysans qui est disponible dans le pool et tu le mets sur ton industrie de bois, tout simplement. Toutes les industries ont 2 emplacements, donc tu peux le faire 2 fois.
Par contre, d'un tour à l'autre, les travailleurs restent sur ces industries-là. Donc, à un certain point, ça se peut que tu n'aies plus de place sur ton industrie de bois, ça se peut que tu n'aies plus d'ouvriers ou d'architectes, tout ça. Euh, et c'est là que tu vas devoir faire la grande fête, le grand festival pour reset ton marché. Donc, reset tous les ouvriers qui vont se retrouver dans leur position de base, qui va libérer tes industries et pour que dans les prochains tours, tu puisses continuer à les utiliser. Euh, le but, c'est de compléter des cartes d'objectifs. C'est une des choses qu'on a, c'est à chaque fois on commence avec des ouvriers et on reçoit un nombre de cartes ouvriers égal au nombre d'ouvriers qu'on a. À chaque fois qu'on va acheter des nouveaux ouvriers, qu'on va faire venir des nouveaux ouvriers dans notre île, ben, on va recevoir des cartes de cet ouvrier-là. Dans le fond, il y en a deux types, là, les deux de base ou les trois plus prestigieux. Et ces cartes-là, c'est des cartes d'objectifs. Ça demande dépense tant de ressources. Généralement, c'est pas mal dépense tant de ressources. Et ça te permet de la jouer, de la mettre devant toi. Et si tu veux d'activer le bonus de la carte, mais évidemment, ce bonus-là, tu peux l'activer plus tard. Donc, tu peux le décider de juste jouer la carte, la laisser face visible, puis plus tard dire, OK, j'active ce bonus-là, donc ça me donne telle autre ressource, telle autre ressource. Euh, et plus tu engages des ouvriers, ben, plus tu as de main-d'œuvre dans le but de les utiliser pour faire tes ressources et tout ça. Mais ça donne des cartes aussi. Et le but, ben, ça va être de compléter tes objectifs, donc de vider ta main de cartes d'objectifs. Et c'est comme ça que la partie se termine. C'est-à-dire que quand un joueur a joué toutes ses cartes dans sa main, a réussi à sortir, disons, réussi à réaliser tous les objectifs de sa population, ben, ça met fin à la partie. Et on fait un dernier tour et ensuite on compte les points de prestige. Évidemment, toutes ces cartes-là nous donnent des points de prestige. L'exploration nous donne des points de prestige. Il y a des cartes aussi en début de partie qu'on a révélées, qui sont des objectifs communs, qui nous donnent des points de prestige à la fin. Donc, il y avait évidemment un gros engin économique, beaucoup de choses à prévoir. Au début, on construit des petites industries où c'est nos paysans qui vont travailler dedans, jusqu'à la fin, tu sais, pour faire de la brique, du bois. Mais à la fin, tu construis des industries pour faire des ampoules électriques, des espèces des gros canons pour tes bateaux, des espèces de charioles sur roues. Donc, tu sais, tu sens vraiment l'évolution aussi dans la partie qui est de plus en plus, bon, ça demande de plus en plus de ressources, mais de plus en plus de ressources qui sont transformées. Le gros truc, là, tu sais, c'est une petite mécanique, tu te dis, OK, il y a de l'échange entre les joueurs. Tu sais, c'est bon, il y a de l'échange, c'est correct, mais c'est vraiment une petite mécanique qui a vraiment fait toute la beauté de la partie, je trouve, parce que dans ce jeu, tu peux aller chercher des ressources des autres joueurs. Donc, tu n'es pas tout obligé de produire toi-même. Tu veux produire un type de matériel, tu n'as pas toutes les ressources. C'est pas obligatoire parce que tu peux, bon, produire ce que tu as à l'interne et tu peux aller chercher les ressources dans les îles ou chez les compétiteurs. La grosse beauté de ça, c'est que c'est pas un casse-tête. C'est-à-dire que si l'autre joueur a une industrie, même si son industrie est prise, c'est-à-dire que ces deux cases sont occupées, pas de problème, tu peux lui en prendre. Il peut pas refuser et il perd rien à ça. Et en plus de rien perdre, il reçoit un gold, un petit jeton d'or. Et c'est pas toi qui lui donne, c'est la banque qui lui donne. Donc, dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de façons de produire du gold. Et ça, c'est comme la façon principale où tu vas en recevoir. C'est-à-dire, ben, j'ai telle industrie, t'en as besoin, ok, on est deux à l'avoir, ben, le joueur choisit où il va, puis ce joueur-là reçoit un gold de la banque. Le gros avantage du gold, c'est que tu peux payer des golds pour comme remettre disponible de certains de tes ouvriers. Fait que, comme je disais, tu as deux de tes paysans qui sont sur l'usine de bois. Ton usine de bois est pleine, tu peux pas en produire d'autres. Ben, tu peux payer un gold pour remettre disponible un de tes ouvriers et ça libère un espace, donc tu peux le réactiver. Donc le gold est quand même pas game breaker, mais dans le sens que si tu en as beaucoup, tu jamais vraiment besoin de faire la fête, là, c'est-à-dire de faire le festival, puis Mhm. donc de renvoyer tout le monde chez eux, puis de perdre un tour si on veut à reset tous tes ouvriers. Donc c'est vraiment une petite mécanique qui fait que l'échange n'est pas négatif pour toi, tu perds rien à ça, puis même au contraire, tu gagnes du gold, fait que tu as tout intérêt à ce que les gens viennent chez toi.
Et ça fait aussi en sorte que, tu sais, dans tout le casse-tête du OK, il me faut tel produit pour pouvoir telle usine, pour pouvoir produire telle affaire, tu sais, dans tout quand c'est un engin économique, des fois, ça peut être très casse-tête. Le gros avantage, c'est que là, ben, tu peux faire ton engin à moitié puis aller chercher le reste des ressources ailleurs. T'as pas rien perdu, tu perds rien à aller le chercher ailleurs, c'est juste que tu donnes des choses aux autres joueurs, qui est quand même un bon avantage, il faut garder ça en tête, mais ça facilite puis ça allège tellement tout le calcul et la production de ressources. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment dans les jeux de engine building, gestion de ressources, si vous aimez un peu de city builder comme ça, vous connaissez même la série Anno, c'est vraiment très fidèle, en tout cas du moins pour ce qu'on peut reproduire évidemment, mais très fidèle au jeu, vraiment très bien fait. Beaucoup de matériel, ça reste assez gamer, puis euh, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Là. J'ai vraiment pas tout parlé, tout effleuré malheureusement, mais euh, vraiment un jeu que j'ai trippé, que je recommande absolument, que je serais prêt à rejouer très bientôt. Anno 1800. Une mise en place Est-ce Oui, qui oui, doit être d'une durée interminable. la mise en place m'a permis de lire la moitié des règles. C'est un 12 pages de règles. J'en ai lu 6 pendant qu'il faisait la mise en page. pour un jeu de ce poids-là et qui dure 2 heures, la mise en place qui peut prendre Ouais. 15 minutes, c'est un peu normal, puis c'est pas très grave non plus. Si tu as un jeu qui dure 15 minutes, puis ça te prend 10 minutes de faire le setup, là, c'est Ouais. problématique. Mais dans ce cas-ci, pour moi, ça devrait pas être un gros problème. Par contre, je voyais que c'est du Martin Wallace, puis la façon que tu en parles, ça ressemble beaucoup à ses autres jeux. Il y a quand même beaucoup de similitudes là, avec ces autres jeux Ouais. économiques. Là. On pense à Brass, entre autres. Là. Donc, ceux qui sont amateurs de Brass, j'imagine que ça va les Ouais, intéresser c'est beaucoup. ça. Je pense pas que ça révolutionne rien, mais le fait que tu sais, il a quand même réussi à être assez fidèle aux jeux vidéo, à l'intégrer vraiment aussi bien la thématique, c'est vraiment très très bien. Puis bon, je pense pas que tu as besoin de connaître le jeu vidéo pour apprécier le jeu, là. Il reste très plaisant, puis vraiment le fun à faire. Une première partie, c'est dur de regarder tout ce que les autres font. Souvent, tu es un peu concentré sur ton engin, t'assurer que tu es, capable d'aller. Parce que tu as tellement de cartes en main, tellement de choses à produire. À un certain point, ça peut être un peu overwhelming, mais comme je dis, cette petite mécanique là, qui a l'air de rien d'échange, d'aller chercher les ressources chez les joueurs, ça fluidifie vraiment tout le jeu. Puis ça fait qu'une deuxième partie, tu peux être vraiment plus un peu conscient de ce qui se passe, puis de faire attention, de pas donner tout le temps ton gold aux mêmes personnes. Est-ce que tu penses qu'une partie à 2 joueurs va être aussi intéressante qu'à 4? Là, tu me dis que tu as joué à 4. Est-ce qu'à 2 il y a autant d'interactions? Donc, c'est sûr que si tu as besoin d'aller chercher des ressources chez le voisin, à 2 joueurs, probablement que les possibilités sont moins là. Possiblement, en effet, c'est une bonne question. J'ai l'impression que peut-être qu'à deux joueurs, tu te développes plus. Dans le sens que, tu sais, une partie à quatre joueurs, comme toutes les comme il y a beaucoup de ressources qui appliquent, ben, déjà de un, toutes les industries qui sont sur le plateau, il y en a juste deux exemplaires. OK? Fait que dans tous les cas, les deux ils sont prises, toi tu peux pas le faire, tu es obligé d'aller chercher chez les autres. Forcément, à moins de joueurs, il y a moins d'industries différentes qui sont construites. Par contre, tu sais, nous à quatre joueurs, on a juste, je pense que chacun de nous, on a recherché peut-être une fois ou deux parce que tu sais, on as ton plateau personnel, mais tu peux continuer à explorer sur l'ancien monde qui te rajoute des nouvelles places. Mais tu peux avoir jusqu'à quatre petits plateaux additionnels, euh, donc explorer quatre fois l'ancien monde qui te permet vraiment d'expandre ton industrie. Tu sais. Moi, je l'ai expand une fois. J'ai tout rempli, par exemple. J'étais vraiment plein à la fin, mais je l'ai expand une fois. Je pense que les joueurs, la plupart, l'ont expand deux fois. Donc, à mon avis, ce qui arrive, c'est qu'à deux joueurs, ben bon, les tours sont plus courts parce que c'est moins long un tour à quatre joueurs qu'à deux joueurs. Donc, tu vas en faire plus. À mon avis, parce que tu sais, un tour, des fois, c'est tellement rapide, c'est comme je construis cette industrie-là, ça me prend ça, ça me prend ça. Boum, je le mets là, j'ai fini. Tu sais. Fait que, en début de partie, ça allait vraiment vite, nos tours, mais plus ça allait, ben, plus il y avait de choses à penser. Fait que, moi, mon guess, c'est que
tu développes vraiment plus d'industrie. Tu vas probablement te rendre à 3 ou à 4 développement là, de recherche, expand l'ancien monde, dans le fond, pour justement comme aller chercher toutes les industries. Probablement essayer de moins te fier à l'autre joueur, puis essayer de plus le faire à l'interne, puis donner moins d'options d'avoir du gold, puis d'expand. Est-ce que c'est aussi bon à 2 joueurs? C'est une bonne question. Des fois, ce genre de jeu-là, t'aimes mieux jouer à 2 joueurs parce que ça va plus vite, puis les tours vont plus vite, tout. Mais là, j'ai l'impression qu'avec cette mécanique-là, c'était vraiment parfait à 4 joueurs. Mm. En effet, c'est une bonne question. Mais comme je dis, la partie va durer peut-être un peu plus longtemps, puis tu vas t'expandre pas mal plus, à mon sens. Mais les jeux avec de l'interaction positive, Très là, intéressant. Je trouve qu'il en manque un peu parce que c'est 100% positif. Tu payes. En Ouais. plus, moi, je m'attendais l'or je m'attendais à ce que tu payes à l'autre, mais Même non, pas. ça vient de la banque. Non, c'est ça, elle vient de la banque. Fait que C'est c'est comme tu crées de l'or un peu de nulle part. Là. C'est comme... Parce que, tu sais, à un certain point, on était comme, ben, comment tu fais de l'or? Après avoir lu toutes les règles, comme, ok, tu peux payer. Parce que, évidemment, les paysans, ça coûte pas cher, mais tu sais, ramener un architecte, ça te prend comme 3 gold. Là. Fait que c'est pas aussi simple. Là. Fait que ça en prend là, du gold. T'sais. Puis, à un certain point, on était comme, mais comment on va en générer du gold? Là? Il y a comme quelques cartes d'objectifs qui t'en donnent, puis tu sais, c'est à peine ça. Mais finalement, c'est que l'économie se fait par elle-même parce que le jeu en génère par les échanges commerciaux qu'il y a entre les joueurs. Tu sais. Donc, la ressource va être probablement plus difficile à aller chercher à 2 Probablement, joueurs oui. aussi. C'est vraiment plus difficile. Les cartes de ressources qui t'en donnent, les cartes d'objectifs qui t'en donnent valent vraiment plus la peine. Puis probablement que tu as moins cette option-là, justement, d'accumuler du gold puis de pouvoir en dépenser pour réactiver des ouvriers puis étendre tes moments entre 2 moments où tu peux où tu dois faire la fête. Ouais, c'est ça, faire la fête, ça m'a fait penser un peu au Action Retrieval soit dans Century Ouais. ou dans Concordia ou ce genre de jeu-là. Donc c'est un tour, j'imagine, où Absolument tu fais rien, tu fais juste comme dans reprendre la- le truc. Concordia. Non, j'aime Comme dans la j'aime plupart bien de ce ce genre de système-là, jeu, par exemple. moins souvent tu le fais, le mieux c'est, là. Dans le sens que plus tu es optimal, Oui. comme il te reste 2 workers, puis t'es comme, je veux pas faire la fête, là. Comment, je peux-tu faire une autre action avec ces deux-là? Tu sais, à chaque fois, tu veux comme optimiser ton système au point où t'as comme plus aucune option vraiment, puis t'as pas le choix, là. Ouais, parce que tu veux Ouais, c'est pas ça. perdre un tour à rien faire Exact. trop souvent. Oui, c'est ce que j'aime dans cette mécanique-là. Alors voilà, c'était. Ça faisait le tour là, un peu des jeux, puis de ce qu'on a joué. Comme toujours le fun de parler de jeux. Hein, c'est Oh oui. le fun, on pourra en parler pendant des heures. Mais là, on a des sujets. On va rentrer dans le vif des sujets avec Monsieur Antoine, si tu veux bien nous commencer ça. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Oui. C'est sûr qu'en tant qu'auteur de jeu, moi, j'aimerais ça amener des sujets qui vont Parle de parler de design design aujourd'hui. de jeu. Yes. On va parler un peu d'un des problèmes dans le design de jeu, et je vais parler du balancing, le fameux équilibrage d'un jeu. On va commencer avec une superbe définition de qu'est-ce que c'est l'équilibrage d'un jeu qui nous vient de Wikipédia. Donc, l'équilibrage d'un jeu est une phase de sa conception pendant laquelle on ajuste ces différents éléments de manière à assurer une expérience optimale pour le joueur. Donc, c'est une belle phrase pour dire qu'on veut que les joueurs, en gros, aient une expérience qui tombe pas à plat, puis qui sentent que tous les joueurs vont avoir la même chance de gagner. Et que ça ne sera pas seulement une question de chance, une question de y a-tu commencé en premier, y a-tu. Donc, on essaie d'avoir un jeu qui est équilibré. On entend parfois des joueurs là, qui vont dire là, qu'ils ne veulent plus jouer à un jeu ou à un autre parce qu'il est, selon leur dire, débalancé à un tel point qu'il en perd son intérêt. Ils vont parfois même le dire après 1 ou 2 parties seulement. Donc, ça, j'entends du monde déjà grincer des dents. Donc, je vais jouer une partie de ce jeu-là. Oh, il est débalancé. il est brisé. Ça n'a pas de bon sens. Oh, il est brisé, ce jeu-là. Ça n'a pas de bon sens. Après une partie, j'ai bien de la misère avec ça, personnellement.
c'est comme si l'auteur, le développeur, l'éditeur, il n'avait pas testé 200-300 parties justement pour tester ces disparités-là. On a entre autres entendu parler dans les dernières années de Tapestry et de Scythe qui ont été donc, remis dans le nez de l'éditeur, dire vos jeux sont un peu débalancés, et les gens sont arrivés même avec des spreadsheets, donc des statistiques de qui va gagner le plus souvent. Et l'éditeur a quand même répondu, ce qui est surprenant, avec des solutions quand même assez complexes parfois, avec des systèmes là, de points de départ bonus pour chaque faction. Là, je pense à Tapestry, que si vous jouez avec telle faction, ben si lui va partir avec 12 points supplémentaires, l'autre 20, l'autre 3. Puis tout est une question de statistiques, ça devient vraiment un peu ardu parce que c'est un tableau que tu dois aller chercher sur leur site pour vraiment... Écoutez, c'est vraiment du spreadsheet, là, des mathématiques. Là, donc ça rend pas le jeu très élégant non plus. Et ils ont même carrément interdit une combinaison de factions à Scythe, justement, parce que c'était, selon les dires des joueurs, overpowered, donc beaucoup trop fort. Et en fait, les chances de gagner de ce joueur-là, on parle du industriel russe-viet, qui était beaucoup trop puissant, donc il est à peu près sûr de gagner. Donc, ils ont conseillé aux joueurs de ne pas utiliser cette combinaison-là. Est-ce que c'est le travail de l'auteur, le développeur ou de l'éditeur de s'assurer de la balance dans son jeu? Moi, je vous pose la question. Moi, je pense que c'est le designer. Je pense que c'est lui qui... tout est dans le playtest pour savoir ça. Puis c'est lui qui s'occupe en général, je dirais, de ça, le playtesting. Ouais, moi je dirais que c'est la job de l'auteur, mais c'est la responsabilité de l'éditeur. Fait qu'au bout de la ligne, c'est l'auteur qui a idéalement à le balancer le plus possible, mais c'est au bout de la ligne l'éditeur qui est responsable du fait si le jeu est balancé ou pas, donc quand même pas mal sa responsabilité aussi, tu sais. Effectivement, moi je vais penser plus du côté à Jean-François parce que effectivement, ça reste la responsabilité de l'auteur de balancer le plus possible. Sauf que les auteurs sont pas toujours des mathématiciens, des statisticiens, puis c'est pas nécessairement des experts là-dedans. Puis ils n'auront pas toujours les joueurs différents pour tester les 350 stratégies possibles non plus. Quelque chose que des fois l'éditeur va peut-être avoir plus de facilité à aller chercher. Est-ce que c'est important d'avoir un jeu parfaitement balancé? Ça, c'est une autre question. Parce que il y a certains types de jeux que je vous dirais que la balance est pas vraiment importante. Donc, je pense aux party games, là, aux jeux conviviaux, comme disait notre cher invité Hervé l'année dernière. Donc, les jeux de party, ça a-t-il besoin d'être balancé? Pas tellement. Est-ce que les jeux de déduction sociale, ça a besoin d'être balancé? Pas toujours non plus. Parce que souvent, les parties sont des petits jeux légers, 10-15 minutes. Fait que si c'est pas balancé, ça dérange pas tellement les joueurs tant que ça, parce que tu peux en rejouer une autre tout de suite après, ça va très bien. Les jeux coopératifs. Est-ce que la balance entre les pouvoirs des joueurs, les pouvoirs asymétriques, elle est importante aussi? Selon moi, non, parce que ça prend vraiment une synergie plus entre les joueurs. Donc, certains joueurs vont être plus axés, disons, sur la défense, d'autres plus sur l'attaque, d'autres vont être plus sur le support. Donc, on pense aux jeux style League of Legends. Là. Donc, on a des joueurs de différents styles. Il y en a qui sont plus forts que d'autres nécessairement, mais tu as besoin de tous les types de personnages puis de pouvoirs quand même pour pouvoir gagner. Même s'il y en a qui semblent être plus forts. Et de toute façon, on joue contre le jeu et non pas contre les autres joueurs. Donc, l'importance de cette balance-là, elle est moins là. Généralement, plus un jeu va être long, plus le balancing va être important. Les joueurs ne veulent pas avoir l'impression, lorsqu'ils jouent à un jeu de 2 à 3 heures, que le jeu débalancé est responsable de leur défaite. Ça leur dérange pas de perdre s'ils savent que c'est parce qu'ils ont moins bien joué que les autres. Mais de voir qu'il y a une carte qui était trop forte, qui est sortie en début de partie puis qui est venue donner la victoire à long terme à un autre joueur, ça peut un peu faire, on va dire, débander les autres joueurs. On peut penser, entre autres,
à Wingspan. Il y en a qui vont dire que le fameux corbeau dans Wingspan est beaucoup trop fort si on l'a en début de partie, que tu es à peu près sûr de gagner. Des fois, on va parler de plateaux personnels asymétriques en début de partie qui peuvent aussi créer un certain écart. Moi, je pense à It's a Wonderful World qui a des plateaux asymétriques ou des plateaux symétriques. Ça dépend ce que les joueurs veulent faire. Mais le problème, c'est que si on utilise le plateau asymétrique, il y a une des factions qui est avantagée parce qu'elle est beaucoup plus facile à jouer. Puis il y a plus de cartes de sa couleur, donc elle va plus facilement faire des points par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il conseille aux joueurs débutants de prendre les plateaux asymétriques. Ça leur donne une stratégie plus simple à voir en partant. Alors que le plateau symétrique, ben, tu dois toi-même t'imaginer ta propre stratégie. Donc, les pouvoirs asymétriques sont extrêmement difficiles à balancer dans un jeu. Et la problématique vient du fait qu'il faut essayer toutes les combinaisons possibles. Si tu as un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et que tu as 8 pouvoirs de départ qui sont différents, ben à ce moment-là, tu as 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, puis tu as 8 pouvoirs distincts. Tu vas avoir à peu près 350 combinaisons possibles de pouvoirs. Et même là, ça va dépendre aussi de l'ordre de tour. S'il y en a un qui commence premier joueur, ben ça se peut qu'il y ait plus de chance s'il y a telle autre faction ou tel autre pouvoir. Donc, les variables sont tellement grandes et sont tellement importantes que c'est extrêmement difficile à balancer. C'est pour ça que souvent, les pouvoirs asymétriques vont être très légers, ne seront pas trop over the top, comme on peut dire, pour justement pas venir trop débalancer. Là, je pense, par contre, à un jeu comme Les Voyages de Marco Polo. Si vous regardez Les Voyages de Marco Polo, c'est un jeu qui a des pouvoirs asymétriques vraiment puissants. Tu regardes le pouvoir de l'autre joueur, puis tu te dis, ouais, ça n'a aucun sens. C'est ben trop fort ton power. Puis là, tu regardes le tien, là, finalement, le mien n'est pas si pire non plus. Mais les pouvoirs sont vraiment tous puissants. Ils ont l'air tous overpowered. Donc, ça en vient un peu s'annuler, d'un sens. Et ça force le joueur à utiliser son habilité spéciale le plus souvent possible. Parce que c'est comme ça qu'il va gagner. Si tu n'utilises pas ton habilité spéciale, tu n'as à peu près aucune chance de gagner dans le jeu. Oui, il y a Suckerdian First Light qui reprend ce principe-là que j'ai vu, le premier lueur, là, justement. C'est qu'il y a 8 pouvoirs aussi différents. Puis à toi, une fois, je regardais un, c'était mon Dieu, c'est ben trop fort ça. Puis le prochain, je le regardais. Ouais, quand t'as toujours ce commentaire-là, mais j'imagine le travail qu'il y a eu derrière ça. Ça doit être assez gros. Ouais, mais c'est quelque chose qui vient rajouter, par exemple, beaucoup de variabilité dans un jeu, les pouvoirs asymétriques, puis tu veux toutes les essayer. Ouais, c'est ça qui est le fun aussi. Donc, ça rajoute... Ça oriente souvent les stratégies. Ça rajoute un peu de piquant. Ça oriente souvent nos stratégies pour les premières parties. Ouais, c'est ça. Par contre, des cartes qui sont trop fortes, ça va dépendre aussi des jeux. Un jeu qui a de la confrontation directe, disons que tu peux attaquer d'autres joueurs. S'il y a des cartes qui sont trop fortes, le jeu va avoir tendance, en fait, les joueurs vont avoir tendance à rebalancer ces cartes-là. C'est-à-dire que s'ils voient qu'un joueur a un avantage par rapport aux autres, ben, ils vont aller attaquer ce joueur-là. Donc, les cartes qui sont trop fortes sont un peu désavantagées par le fait que tu te mets une belle cible dans le front puis que tout le monde va vouloir venir t'attaquer si tu as cette carte-là. Dans des jeux de confrontation, tu as cette option-là. Exact. Si tu as vraiment un jeu de confrontation direct. C'est sûr que s'il y a de l'interaction indirecte seulement, ça devient un peu plus difficile. Là, je pense des fois à Terraforming Mars, il y en a qui disent que certaines cartes sont moins bonnes que d'autres. Il y a moins de chances d'interaction directe. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Dans Wingspan, il n'y en a absolument pas, à moins qu'il y en ait dans les extensions. C'est juste la course objectif. Ben, la course on peut même pas voler. Au point de victoire, là. Ouais, exact, c'est ça, c'est de l'interaction indirecte, en fait, là. Mais tu sais, qu'est-ce qui peut venir débalancer un autre jeu? On peut penser aussi à l'effet du premier joueur. Le fameux effet du premier joueur. Il y a certains jeux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner des points différents ou des ressources différentes, dépendamment si tu commences premier, deuxième, troisième et tout ça. Et il y en a un qui est vraiment très étrange. Je vais penser à Carpe Diem,
Carpe Diem, 2 joueurs, les 2 premiers vont avoir 8 et 9 points. À 4, c'est 8, 9, 10 et 11. Mais à 3 joueurs, le premier va avoir 8, le deuxième, il y a 9, et le troisième a 13 points en partant. C'est quand même très étrange quand tu regardes ça. Puis j'ai l'impression que statistiquement, mathématiquement, ils en sont arrivés là parce que le jeu a 4 rondes. Donc à 2 et à 4, chaque joueur a autant de rondes où il va être premier. Mais à 3 joueurs, ça devient problématique parce que celui qui commence au début de la partie va avoir 2 rondes comme premier joueur. Et donc le troisième joueur va se trouver vraiment désavantagé. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Par contre, la problématique avec ça, c'est que les joueurs, quand ils regardent ça, ils ont comme l'impression que c'est débalancé parce que, hey, tu commences avec 4 points de plus que moi. Donc, le problème, c'est pas nécessairement qui est débalancé, parce que d'après moi, seul est balancé si ils sont arrivés avec ces calculs-là. Mais c'est que l'impression de débalancement est plus importante des fois que le débalancement même. Donc, les joueurs ont besoin d'avoir l'impression que le jeu est balancé, plus que d'avoir un jeu qui est vraiment parfaitement balancé. Donc, tout est une question de feeling. Quand on fait justement des playtests, on ne pose pas la question « est-ce que le jeu est balancé? » mais plutôt « est-ce que tu as l'impression que le jeu a été balancé? » Et c'est ça qui est important. Il faut vraiment que le joueur ait eu l'impression que s'il a gagné ou il a perdu, c'était plus à cause de ses performances et non pas parce que le jeu a avantagé un autre joueur. Donc, à ce niveau-là, l'impression du joueur, le feeling reste extrêmement important. La règle du premier joueur, j'ai vu quelque chose d'un peu spécial aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la règle du gâteau. Non. Oui. C'est une règle en fait qui est utilisée pour le jeu Twixt, entre autres, de Alex Randolph. Alors que tu as des joueurs qui ont déterminé que le premier joueur avait beaucoup plus d'avantages, en fait, beaucoup plus de chances de gagner que le deuxième. Alors, la règle du gâteau, c'est quoi? C'est-à-dire que le premier joueur va jouer son premier tour. Le deuxième joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va soit jouer son tour normalement, et la partie va continuer, ou il peut décider de changer de place avec le premier joueur. Donc, l'intérêt de ça, c'est que le premier joueur ne peut pas faire un coup trop fort pour l'avantager trop parce qu'il va se faire voler sa place. Wow. Et je trouve cette règle vraiment très drôle parce que j'ai l'impression que ça va vraiment... C'est un peu le style I split you choose, donc tu essaies de séparer également puis pas trop t'en donner, pas trop en donner à l'autre. Tu essaies vraiment de faire un coup qui... il avantagera personne. Donc, par contre, c'est quelque chose, évidemment, qui peut se faire juste dans les jeux à 2 joueurs. On entend peut-être un peu moins parler, mais il y a aussi des fois l'effet du dernier joueur. Dans certains jeux, surtout dans les jeux de contrôle de territoire, souvent, le dernier joueur va être avantagé. Parce qu'il peut vraiment... il n'a aucune chance lui-même de se faire voler ses territoires après, puisqu'il joue en dernier. Il y a le duo Kramer-Kissling qui a trouvé une bonne solution en fait à ça dans le jeu Tikal. Lors du dernier tour, en fait, vu que c'est un jeu de contrôle de territoire, dans le dernier tour, chaque joueur va scorer à la fin de son propre tour, avant que l'autre joueur d'après va scorer. Donc, tu es à peu près toujours le dernier joueur lorsque tu vas jouer. Ce qui rend la chose beaucoup plus équilibrée, qui est vraiment une façon intéressante de le faire. L'effet négatif de ça, par contre, c'est que la fin de partie, elle est très lente. Parce que chaque joueur va scorer après son tour. Donc, tu as comme 4 périodes de scoring. Tu scores plus qu'une fois dans la partie. Tu scores pas juste à la fin. Fait que ça arrive comme en plus, 3 fois, je pense, dans la partie. Tu as une phase de scoring. Fait que tu fais ton tour, tu fais ton pointage. L'autre joueur fait son tour, fait son pointage. Ouais, ça ralentit un peu le pace. C'est 2 ou 3 fois. Oui, effectivement, mais c'est... Ouais. Ça fonctionne bien, par exemple, pour équilibrer ça. On parlait aussi tantôt on parlait hors ligne de Root.
le fameux joueur moins expérimenté. C'est quelque chose qui peut venir débalancer un jeu, mais qui n'est pas rapport avec le jeu lui-même. Mais ça peut tellement venir débalancer l'expérience, puis c'est valide pour malheureusement à peu près tous les jeux où il y a un ordre de tour, puis il y a un plateau commun, ou il y a quelque chose de commun au centre, là. Donc Root, c'est encore plus flagrant parce que c'est 4 factions asymétriques, donc une va agir sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Donc s'il y a un joueur qui est plus faible, ou que c'est sa première partie, puis les autres qui ont plusieurs parties en arrière de la cravate, ben celui qui va jouer contre celui qui n'a jamais joué va généralement être avantagé. Donc, parce qu'il connaît le jeu, donc c'est beaucoup plus simple. On pense aussi, entre autres, à Puerto Rico, qui a les joueurs non expérimentés qui jouent contre des joueurs qui ont plusieurs parties aussi de jouer, là, ils vont se faire ramasser la première partie. Puis normalement, le joueur qui joue après va l'emporter. Je l'ai appris à la dure. C'est pas un jeu qui est facile de jouer avec des joueurs expérimentés. C'est soit tu joues une fois de temps en temps ou ça devient une religion. Oui, j'avais l'impression, presque. moi, à tous les fois, que les actions qui me restaient, c'était pas des bonnes actions pour moi. Puis quand j'étais rendu premier joueur, j'avais plus de bonnes actions si optimales que ça. Ah, c'est ça. Puis là, tu choisis une action, puis là, tous les autres joueurs te regardent. Oh, t'as pas fait Ouais, ça. fallait pas que tu fasses ça. Là, tu te sens toujours. Non, c'est ça. T'as toujours l'impression que tu fais pas la bonne action. On peut même penser à Catan. Si on rentre dans les classiques, là, mais Catan, un joueur qui échange ses ressources dès le premier tour, généralement, pourrait quasiment donner à partir à un autre joueur là, en partant. Donc, c'est tous les jeux où il y a de la négociation, des échanges. Si tu connais pas la valeur des items, donc des ressources en début de partie, parce que souvent c'est plus flou, ces valeurs-là, donc ça crée vraiment un déséquilibre majeur à ce niveau-là. Moi, je vais parler d'une de mes expériences quand je jouais à Imperial de McGurts, un vieux jeu de 2006. J'avais fait une action dès le premier tour. J'avais mal compris les règles. Et j'ai attaqué un autre joueur, puis finalement, ça l'a pas donné ce que je voulais que ça donne parce que finalement, mon action servait à rien. Donc, moi, j'ai perdu des troupes. J'ai fait perdre des troupes à un autre joueur aussi. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai scrappé ma game et j'ai scrappé la game d'un autre joueur dès le premier tour. Puis on parle d'un jeu qui dure 3 heures à peu près. Je peux vous dire que j'ai trouvé le temps long pas mal, puis l'autre joueur m'a pas trop aimé non plus. Fait que c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Dans certains jeux aussi, des fois, on peut voir des objectifs avec des ressources. Donc, il faut juste s'assurer, les auteurs, s'il vous plaît, quand vous faites des jeux que vous avez besoin de payer des ressources, donc des contrats qu'on appelle, s'assurer que vos ressources ont des valeurs prédéfinies, idéalement. Disons qu'au début de la partie, vous savez que du bois, ça vaut 1, de la roche, ça vaut 2, du gold, ça vaut 4. Mais s'assurer que dans tous vos objectifs, que ça soit respecté. Puis qu'il n'y ait pas des objectifs qui soient carrément plus payants que d'autres, mathématiquement. Donc, c'est pas mal ça, en fait. Mais comment qu'on peut balancer un jeu? Difficilement. Donc, évidemment, il va falloir utiliser. Ah ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est du playtesting et ce qu'on va appeler du spreadsheet dans le jargon d'auteur. Donc, ça va être prendre des statistiques, vraiment. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de variables et plus le jeu est gros, plus ça va prendre de tests et de joueurs différents aussi. Parce que jouer avec toujours les mêmes joueurs, ça n'aide pas. Donc, si on joue toujours avec les mêmes joueurs, ils vont souvent sortir les mêmes stratégies. Ils vont faire les mêmes actions. Ils n'auront pas tendance à essayer des nouvelles choses. Ça peut débalancer le jeu à un certain point de vue parce que tu as l'impression que telle action est trop forte, tout le monde la fait tout le temps. Ça la met moins forte, mais finalement, c'est juste un peu par habitude, si on veut, que les gens ils testent puis ils le font de cette façon-là, alors que si tu sortais dans un autre groupe, ça pourrait être complètement différent. Fait que ça peut même t'amener à prendre des mauvaises décisions de balancing, mais dans les jeux où il y a des ressources, où justement tu peux quantifier les ressources, puis tu peux les justement avoir un peu plus une valeur,
ça reste un petit peu plus facile. Tu peux être en mesure de justement spreadsheet, calculer, faire des comparatifs. Ce qui, moi, je trouve qui devient compliqué, c'est quand on est dans des jeux de combos, dans des jeux avec des actions particulières. Tu sais, les jeux, la plupart du temps, là, les jeux de cartes, quand ils ont des actions spéciales, des actions particulières, c'est difficile à quantifier. Et souvent, ben, tu vas avoir une carte, tu as l'impression que c'est pas bon, que tu l'utilises jamais, mais quand tu te rends compte que tu la mets avec telle autre carte, ça devient genre le meilleur combo ever. C'est très très difficile à voir puis à balancer puis tu sais, à long terme. Puis ça prend tellement de tests puis tellement de joueurs. Souvent, dans les jeux vidéo, la grosse avantage souvent, c'est qu'ils peuvent utiliser leur communauté. Tu sais, j'ai joué à, bon, disons, des jeux comme Slay the Spire ou d'autres dans ce genre, que tu peux mettre ton jeu en alpha, en bêta pendant des années, puis ta communauté atteste ton jeu à ta place, puis tu reçois des milliers de statistiques juste parce que les gens ils jouent à ton jeu. Euh, Puis ça les a vraiment, dans le cas de Slay the Spire, ça les a vraiment aidés à changer des cartes, à modifier des pouvoirs, puis à balancer tout ça, parce qu'à un certain point, plus ton jeu est complexe, plus il y a de choses que tu veux rajouter, d'effets spéciaux et tout ça, ben, plus ça devient un peu, tu perds le contrôle un peu sur le vrai balancing, puis sur comme y a-tu des façons d'exploiter le jeu et tout, c'est vraiment difficile. Ça, c'est comme le gros avantage d'être en ligne, si on veut, c'est de pouvoir un peu faire en sorte que le jeu, tu le pitches dans le monde, puis il se teste un peu par lui-même, par la communauté, puis par les joueurs. Ce qui est plus difficile en jeu de société, ce qui prend beaucoup, beaucoup plus de tests, puis euh, l'autre chose, c'est qu'à un certain point, quand ton jeu il est édité, il est sorti, ben, c'est ça. Tu peux mettre des erratums sur BGG, puis tu peux comme mettre comment tu changes ton jeu, ta carte elle est imprimée comme ça, elle est imprimée comme ça. Là. Tu la modifies sur ta nouvelle édition, mais l'édition qui est coincée comme ça. Là, tu sais. Fait que d'autant plus l'important que je disais la responsabilité de l'éditeur, parce qu'au bout de la ligne, ben, c'est sur lui que ça va retomber un peu si les jeux sont unbalanced ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte ou qui ont été comme mal calculées. Effectivement, mais ça revient malheureusement aussi sur les épaules Oui, de l'auteur, parce que ça reste la réputation de l'auteur aussi. S'il a sorti un jeu qui est débalancé, sa réputation d'auteur aussi, a mangé une absolument. claque un peu, là. Donc c'est ça. En gros, les auteurs, fiez-vous plus ou moins à votre pif quand même. Quand je parlais tantôt, donc le feeling de balance est plus important que la balance elle-même. C'est la chose qui est à retenir. Bon sujet, écoute, c'est dense, on pourra encore en parler pendant un bon petit moment parce que ça, le balancing, c'est souvent en plus les étapes finales dans le développement d'un jeu, hein, tout le gros normalement de la mécanique, des tests ont été faits, puis tu sais que ton jeu il roule bien, puis que là c'est le petit 10% final de finalisation d'un jeu, c'est juste du balancing, tu testes 50 fois le même jeu pour avoir de l'information, puis tu testes. C'est souvent aussi une partie assez longue et ardue, puis qui peut être assez compliquée à faire, et beaucoup de choses à dire là-dessus, mais merci, tu as fait un, Et, et je dois dire aussi que pour un auteur, c'est probablement Ouais. le bout le plus Ah, plate du T'es design plus en et de train de la créer, création là. de T'es jeu. en train Pour de être... garder tes fautes d'orthographe dans un texte de Non, 3000 pages, là, tu sais. T'es en train de... ça ressemble un peu à ça. En fait, pour être passé à travers 2 jeux cette année, justement, juste essayer de faire du balancing, c'est pas le bout de le fun. Ça, c'est clair, mais c'est l'étape nécessaire. Puis c'est, comme tu dis, c'est la dernière étape avant l'édition, qui est probablement une des plus critiques. Absolument. Alors, ben, on va enfiler tout de suite avec notre ami Steve, Temple du Meeple. ouais. De quoi tu nous parles aujourd'hui? C'est quoi ton sujet? Ouais. Dans le fond, la dernière semaine, j'ai parlé des dummy players, donc c'est un élément de jeu. Je parle aujourd'hui de l'utilisation des dés. Parce que ça peut avoir plein d'utilités, les Hmm. fameux dés, cet objet physique qui date de plusieurs années. J'ai noté 14 sortes d'utilisation du dé. Wow. On va y aller avec le classique. On peut l'utiliser dans le roll and move. Brasse un dé, puis on avance exactement du nombre de cases indiquées.
On la retrouve dans le Monopoly, mais mettons un petit jeu qui peut être plus populaire, surtout Simon qui l'aime beaucoup, Formula D. C'est où est-ce qu'on, Formule D. c'est ça, si on va avancer le nombre de cases. Mais l'affaire qui est bien le fun dans Formula D, c'est qu'on peut avoir il y a des dés, je pense un dé 20, mais c'est pas nécessairement un dé que c'est de 1 à 20. C'est ça, ça va être d'autres choses. Que je trouve que c'est une belle petite variante au Roll and Move. Hein. Il y a un petit aspect pour Sherlock, là, mais on a déjà pas mal parlé dans ce podcast-là. Il y a le sélection d'action aussi. C'est comme dans Roll for the Galaxy. On va brasser les dés et les faces de dés vont déterminer les actions qu'on va faire. Ou en fait, la quantité de dés que vous avez roulé d'un certain nombre de faces va déterminer la force de cette action-là. Il y a un aspect qui est le fun aussi, c'est que l'action que vous voulez faire absolument, vous pouvez utiliser une face de dés qui, ça peut être n'importe quoi, mais la force va être déterminée par le nombre de dés avec ces faces-là. De la sélection d'action dans Roll for Galaxy. Ensuite, il y a le repêchage de dés qu'on va faire, qui va être un peu avec la sélection d'action, qu'on a dans Grand Austria Hotel. C'est dans le fond, vous allez avoir des dés, qui vont en avoir plusieurs, déterminés sur 6 sortes d'actions dans le fond. Puis vous allez repêcher un dé. Mais ça, c'est lorsque vous allez le prendre, la force va être déterminée aussi par le nombre de dés qu'il y a. C'est juste qu'on l'utilise dans le repêchage, dans le fond, le draft de dés, dans notre jargon. Ensuite, il y a... Ce que j'aime, moi, dans le draft de dés, c'est que ça peut rééquilibrer un petit peu le côté aléatoire, le côté chance. Plutôt que d'avoir chacun son pool de dés, ça vient un peu. C'est ce que j'aime beaucoup dans le Grand Austria Hotel, c'est que le pool de dés est à tout le monde. T'sais, dans Roll for Galaxy, c'est que tu brassais tes dés, c'est ces dés-là qui sont à toi. Lui, si l'autre personne a brassé des dés qui adonnent, qui sont mieux pour lui, mais c'est tant mieux pour lui. Mais dans Grand Austria Hotel, si je veux faire telle sorte de ressources, ben c'est tout le monde qui a les mêmes dés de disponibles. Un petit aspect d'interaction avec le repêchage, justement, je pourrais prendre un dé que l'action va être moins intéressante pour l'adversaire après. Ensuite, on a le dé objet que j'appelle. C'est qui va juste servir juste pour l'utilité d'avoir 6 faces. Un petit peu. C'est dans Beyond the Sun qui est sorti dernièrement. C'est qu'il y a une face qui va servir pour ta population. Il y a une face qui va être pour dans le fond, juste prendre de l'espace sur ton plateau de jeu personnel. Puis chaque autre face, c'est des vaisseaux. Au lieu d'avoir, il va y avoir un vaisseau de force de niveau 1, force de niveau 2, de 3 et de 4. Donc, au lieu d'avoir un vaisseau, on se mettrait à mettre des pinouches pour dire « Ah, lui, il est telle force », ou des jetons qui diraient « Ah, j'ai un vaisseau de niveau 1, là, s'il passe en niveau 2, je change mon jeton, j'en mets un niveau 2. » C'est tout sur le même objet, qui est le dé. Donc, c'est une belle utilisation de ça. J'aurais aussi 2 autres jeux que je pourrais te nommer là-dessus. Il y a Quantum, entre autres. Quantum, donc le dé va représenter un vaisseau et la face qui est dessus va représenter la vitesse à laquelle il se déplace et son habileté spéciale aussi, donc et sa force en combat. Donc c'est vraiment intéressant comme utilisation. Et il y aurait aussi Quad Heroes. Oui. On pourrait dire que c'est des dés parce qu'en fait c'est des cubes, c'est des figurines cubiques, mais que tu dois un peu rouler sur le plateau. Et dépendamment quelle face est vers le haut, ça te donne des habiletés spéciales. Donc, si on a le visage de ton personnage, ou la queue du personnage, ou les pattes du personnage, ça va donner des habiletés différentes. Donc, ça, c'est vraiment une utilisation vraiment très spéciale. Par contre, c'est vraiment un peu fiddly au niveau du déplacement des personnages. C'est un jeu qui est superbement illustré. Je sais que les personnages, les dés, là, sont vraiment super beaux, ceux-là. Oui, ensuite, il y a le placement d'ouvrier qu'on connaît, mais avec du placement de dés. Qu'on pourrait, je pense à Marco Polo. Marco Polo, c'est plus une ressource, mais dans mon Second First Light, moi, c'est un jeu où est-ce qu'on brasse les dés, puis on va placer ces dés-là, et en fonction de l'emplacement qu'on le fait, et du chiffre qu'il y a sur le dé, ça va déterminer une action. Tu sais, il peut avoir... Ça peut être plus fort, qu'on peut avoir plus de ressources, mais il y a dans Second First Light, on a un vaisseau sur la planète qu'on va déplacer, et en fonction du résultat du dé qu'on décide de placer là, ça va déterminer la direction de notre vaisseau. Donc, le placement de dés. Il y en a dans une couple de plus, là, c'est un petit peu plus populaire de ces temps-ci. Le classique, les combats et attaques qu'on va voir dans le Dice Throne, justement, où est-ce que c'est un versus, et en fonction des résultats de dés, on va attaquer directement l'adversaire. Ou dans les Ameritrash, comme dans Zombicide, qu'on va juste chunker des dés, embrasser, puis avec les faces qu'on a,
ça va déterminer le nombre de dommages qu'on va faire. Il y a une... Ouais. Là, je vais t'arrêter 2 petites secondes, par exemple. Est-ce que toi, tu fais une différence entre les dés qui vont déterminer l'outcome d'un combat et les jeux où on va rouler les dés et ensuite de ça, décider qu'est-ce qu'on fait avec les dés? Parce qu'il y a une grosse différence pour moi entre les deux. Donc, si je pense, exemple, à King of Tokyo, ben, tu vas décider qu'est-ce que tu fais avec tes dés à la fin, ou en fait, même chose pour Dice Throne que tu mentionnais, c'est que tu roules tes dés, puis après ça, tu décides qu'est-ce que tu fais avec, selon les faces que tu as. Par contre, quand tu penses à un risque ou à un zombicide, tu choisis ton action avant, puis le dé va ensuite de ça déterminer si tu réussis ou la force de ton action ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a une énorme différence entre les deux, même si ça reste un attaque. Avec ton analyse, je mettrais plus Dice Throne dans la sélection d'actions que j'avais parlé avec Roll for the Galaxy. Puisque justement, avec les résultats de dés, ça va bien beau être des attaques, mais avec ces résultats-là, on va décider sur notre plateau qu'est-ce qu'on va faire avec, ce qui va déterminer notre action. C'est sûr que lui, c'est pas le dé en tant que tel qui fait l'action, c'est l'ensemble des dés qui va déterminer l'action un peu plus. Mais je suis d'accord avec toi. Il y en a un qui est un petit peu sous-utilisé, que je trouve, c'est le Dice Building, qu'on retrouve dans Dice Forge, où est-ce que justement, on va acheter des faces de dés et on va changer nos faces de dés pour améliorer nos dés. Comme un peu un deck building, mais là, c'est du Dice Building. Mais en fait, je pense prochainement où c'est arrivé, il y a Dice Realms qui arrive avec ça, justement, qui est un petit peu, comment on l'a inventé, c'est fait par Tom Lehman. C'est un jeu on dirait que c'est un Dominion, mais en version D. C'est que tes faces vont être avec les dés. Parce que c'est pas une mécanique qu'on a vue dans beaucoup de jeux, justement. Non. Puis, je pense qu'il y a un potentiel. Après, les jeux qui l'ont fait l'ont peut-être pas poussé au maximum, le potentiel. C'est un peu dur à faire. Moi, je trouve que c'est un peu fiddly au niveau de la manipulation. J'ai pas tripé au niveau de la manipulation de petites surfaces là, qu'on rajoute sur les dés. Ça, c'est ça, j'allais dire. T'as juste des gros doigts. Je les échappe partout. J'ai des petits doigts fins. Fait que moi, ça m'a pas fait triper. Par contre, il y a un autre jeu qui s'appelle Dice City qui faisait à peu près la même chose, mais sans avoir besoin de changer les faces de dés. C'est-à-dire que tu avais un plateau en avant de toi. Donc, tu avais 5 dés, si je me souviens bien, de 5 couleurs différentes. Tu as un plateau de 5 rangées avec 6 colonnes de 1 à 6. Donc, tu lances tes dés et tu mets tes dés sur ton plateau. Et ça va triggerer certaines actions selon ce qui est sur ton plateau à cet endroit-là. L'avantage, c'est que tu peux changer vraiment les cartes, rajouter des cartes sur ton plateau pour... Ça fait exactement la même chose que Dice Forge, en fait. Sauf que je trouve ça un peu moins de manipulation. Et ça donne un peu plus de latitude parce que dans ce jeu-là, tu peux dépenser un dé pour aller changer un dé de colonne ou de rangée. Donc, tu peux carrément changer le contenu de ton dé en faisant ça. Fait que ça donne un peu plus d'opportunités. Puis, c'est ça, ce qui est le fun, c'est que tu peux mettre plus d'informations aussi sur une carte. Que sur la petite face d'un dé. Fait que ça peut être c'est pour ça que dans Dice Forge, ça reste assez simple. T'sais, ça va être de l'argent, des points de victoire, puis 2 types de ressources. Fait que, c'est assez simple à ce niveau-là. Il y a aussi un jeu de Chip Theory Game que j'oublie, Too Many Bones, que eux, justement, quand tu vas upgrader des faces, en fait, c'est tu upgrades ton dé se change et devient un dé plus fort. Donc, c'est comme un petit peu du deck building, mais là, tu changes littéralement le dé au lieu des faces. Ensuite, il y a la fameuse génération de ressources qu'on peut retrouver dans Space Base ou dans Catan, justement. C'est qu'on va brasser un dé et en fonction du résultat de dé, on va générer des ressources. Space Base, c'est assez limité. Là, c'est juste de l'argent ou un income ou des points de victoire. Catan, c'est brasser les dés puis on verra ce que ça donne. Je suis pas un tripeux de Catan, ça paraît dessus. C'est choquant, comme dirait Simon. Ensuite, il y a un qui est vraiment pas commun, le jeu de dextérité. Ah, mais en fait, il y en a deux. J'en ai un que je viens de penser. Il y a le jeu Tumbling Dice. C'est comme des étages qu'on a et on lance les dés en fonction de la hauteur qui tombe et de la face qui tombe sur le dé. Ça va rapporter des points. Donc, si vous tombez sur le x4 et que vous tombez avec un 6, ben, ça vous fait 24 points. Que si vous tombez sur le 1 x4, ça fait juste un 4.
Puis il y en a un autre, c'est... je me rappelle plus, c'est... Ah oui, c'est... je me rappelle pas, mais il fallait lancer les dés sur une cible pour faire des attaques spéciales sur des monstres. Dungeon Fighter. Exactement. Dungeon Fighter, on a une cible, puis en fonction d'où est-ce qu'on tombait sur la cible, on faisait plus de dégâts aux monstres. Exact. Le dé n'a pas de valeur, mais il y a comme des symboles dessus, puis il pouvait, je pense que c'est un crit à un certain point, là, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est comme une grosse cible, puis c'est un mélange de dextérité, là, parce que dans le fond, ça se peut qu'il faut que tu lances ton dé les yeux bandés. Ça se peut qu'il faut que tu lances le dé, ouais, c'est ça, t'es à l'envers. Lancer de dos. De dos, il faut que tu le lances en dessous de ta jambe. Fait que c'est comme un genre de jeu de stratégie de combat, ben c'est coopératif, là, mais avec un aspect de dextérité qui vient utiliser les dés, là, justement. En fait, il y a aussi Strike dans le même style, mais qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus familial, là. Donc, il y a une espèce de bol où tu vas lancer des dés à l'intérieur. Tu garoches ton dé là-dedans, ton but c'est d'exploser les dés qui sont dedans, puis de changer de face. Ensuite, j'ai le dé que j'appelle un dé d'événement, comme dans Dead of Winter, où est-ce qu'on peut partir d'un endroit de la colonie et aller à un certain endroit. On brasse je pense que c'est un dé 12. Puis si t'as une tête de mort, ben ton bonhomme est mort, tout simplement. Facile de bête. Ou tu peux être mordu. Je pense que t'as un dé 20 en fait, un petit peu, mais tu sais, t'as 3 faces sur 20. Ben tu sais, t'as une face sur 20 quand même, ton personnage peut juste mourir. Ouais. Okay. Ça me fait penser un peu à Xia, où quand tu joues, peu importe pourquoi tu roules un dé 20, si tu pognes un 20, tu fais un point de victoire. Au moins, peu importe la raison que tu lances le dé. Ça fait vraiment chier. C'est ça. En fait, tu pourrais gagner la partie juste en roulant des 20. Ensuite, on a le Push Your Luck avec le classique Can't Stop. Qu'on a qu'on a vu un merveilleux tournoi dernièrement sur Balado Ludique. Je me suis fait éliminer assez vite dans le sud. Mais sinon, il y a Cubitos qui est sorti dernièrement. C'est un jeu de course, justement, où est-ce qu'on va brasser des dés et qu'on va décider ceux qui ont des faces, on va les garder, mais on peut rebrasser ceux qui n'ont pas de face. Et on va garder toujours ceux qui ont des faces. Mais si à un certain moment, on brasse, puis il y a juste des dés avec pas de face, on bosse. Donc, on va faire des moins bonnes actions. Donc, Cubitos pour un petit push your luck. Il y a le dé qu'on peut utiliser en compteur d'unités que j'utilise. Cela, c'est souvent pas utilisé directement dans le jeu. C'est un petit peu un dérivé que les gamers ont utilisé. Dans Aeon's End, les points de vie, je trouve ça un petit peu fatigant de toujours avoir des petites gouttes de sang pour représenter les points de vie. J'utilise un dé pour les points de vie. Comme mon personnage a 10 points de vie, j'ai un dé 12 que je mets sur la phase 10. Je perds des points de vie, je fais juste bouger le dé. Même chose pour les monstres. Comme ça, il n'y a pas plein de manipulations de jetons. On a juste un objet qu'on tourne pour compter justement les choses. C'est quelque chose qui a été popularisé là, par les joueurs de Magic the Gathering, selon moi. Peut-être Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Tout ça, ça a été utilisé. Ensuite, il y a les fameux Roll and Write, avec comme un premier exemple des papiers qui va sortir, un certain jeu fait par Locomuse qui va sortir prochainement. Shameless plug. Oui, on va les mettre, là. On va le plugger pendant que Simon n'est pas là. Hein. Il se plug même quand il n'est pas là. Mais tu sais, il va y avoir un paquet d'autres jeux. Tu sais, on a très futé qui a popularisé un petit peu plus. Mais tu sais, le premier c'était Yadzi, justement, ou Yum, comme vous voulez, justement, qui va être juste déterminé avec les dés. Puis là, il y a un petit peu de mélange avec tout. Comme dans très futé, il y a un petit peu. C'est l'action d'action qui est un mélange, parce qu'en fonction du dé, ça va vous déterminer des actions, que c'est un petit peu de mélange de choses. Et finalement, il y a le dé de réalisation de tests, comme dans les jeux de rôle, ou dans les jeux comme Forgotten Waters que j'ai. C'est dans le fond, on va rouler un dé. Et en fonction du résultat, on va voir si notre action est réussite, ou elle peut être mieux réussite, ou moins bien réussite en fonction du résultat. Est-ce que vous voyez d'autres un peu utilisations que vous avez en tête? Là, j'en ai quand même nommé 14. Moi, j'en ai une, en fait. C'est dans Betrayal at House on the Hill. Lorsqu'on a un Omen, donc je ne sais pas comment ça s'appelle en français, j'avais joué en anglais, mais en fait, on doit déterminer est-ce que donc est-ce qu'on passe dans la deuxième phase du jeu qui est le hunting, là, donc la phase de trahison un peu. Donc on doit regarder combien d'omens sont sortis, donc combien ont été utilisés,
puis on lance un nombre X de dés, et on regarde si le nombre de symboles est plus bas que le nombre de omens qui sont sortis. Donc, c'est un peu le style, justement, réalisation, donc la force de l'action que tu as nommé en j'aurais mis Un petit dernier. peu ça l'événement. Mais ce qui est... catégorie-là. La différence, c'est que dans Meteor, je pense que tu enroules plein de dés, il me semble. Là. Ouais, il me semble que tu as quelque chose Dés. comme 8 ou 10 dés. Là. C'est vraiment une bonne quantité. Puis il y a un ou deux symboles sur chacun. Et il faut que tu roules en bas du nombre d'omens que tu as déjà révélé depuis le début de la partie. Donc, ça va déclencher la deuxième section. Donc, ça peut faire une partie très courte ou ça peut être très long aussi, dépendamment de la chance des joueurs. Mais ça donne un petit élément de tension qui est vraiment intéressant. Sinon, moi, ma mécanique favorite, je trouve, dans l'utilisation, là, c'est vraiment le repêchage de dés. Il y a même dans Pulsar 2849 que le repêchage de dés que je trouve complètement génial, justement. Parce que les dés en majorité qui sont élevés vont être meilleurs dans Pulsar, mais plus qu'on est loin de la médiane, parce qu'on fait une moyenne avec les résultats de dés, plus qu'on va être loin, plus qu'on va avoir un effet négatif sur certaines tracks, et on va souvent drafter plus tard que les autres. Justement, si on prend les dés toujours plus forts. Ça, c'est ma mécanique là-dedans. Oui, puis le sort, c'est un peu étrange comme système, mais ça fonctionne très bien. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, là, du même auteur qu'Underwater Vladimir. Cities, là, Vladimir Souris. Fait que c'est un excellent choix. Ben, moi, je pensais à une autre mécanique, mais c'est sûr Ah, qu'on ok. peut la brancher dans une des 14 là, catégories. Mais dans Teotihuacan, tu as un dé qui est ton ouvrier que tu avances, puis à chaque fois que tu l'actives, tu augmentes son chiffre. Tu augmentes son chiffre, puis ça détermine, bon, je pense, sa puissance, puis à un certain point, même, il meurt. Je pense à un certain Ouais, point. quand il tombe à 6, il est considéré mort. Je vois ça un peu comme le dé-objet. Ouais, Un c'est ça. peu, Des tu sais, objets qui est ouais. un tracker, qui est ton pion, mais en même temps qui Ouais. conserve de l'information. Moi, j'avoue pas être un grand fan de jeux de dés de hasard, donc forcément, tout ce qui est l'utilisation d'objets de jeu qui est comme différent de ce qu'on est habitué. Donc, Ouais. généralement, ben, c'est ça, les mécaniques où tu utilises un dé puis qui te sert pas nécessairement à être roulé, mais qui te sert à autre chose, à conserver de l'information ou à indiquer des choses sur le plateau. C'est souvent des trucs que j'aime beaucoup parce que c'est Ouais. aussi très généralement créatif. On utilise le matériel qu'on a, mais on l'utilise de façon comme différente de ce qu'on est habitué. Fait que c'est ça. Ça m'avait j'avais bien apprécié ça dans Teotihuacan, une petite utilisation de dés un peu originale. Ça m'a fait penser justement à Dice Hospital, ce que tu viens de dire, parce que quand on manipule les patients, justement, on essaie de les monter jusqu'à 6 pour les guérir. On veut pas qu'ils descendent. Mm. Donc, c'est une façon de tracker un peu l'énergie Ouais. du patient, donc sa vitalité. Ça reste dans le dé-objet aussi, parce qu'on aurait pu utiliser n'importe quoi d'autre, mais ça donne une bonne façon Mais de faire du ouais, c'est ça, random, il de utilise quand même l'aléatoire. l'aléatoire parce que les patients, tu sais, on les brasse au début. Exact. Donc, c'est vraiment de Ouais. double utilisation, vraiment Puis intéressante aussi, là. Mais toi, tu disais que t'aimais pas les jeux avec des dés en général, mais probablement que tu parlais justement des dés qui sont déterministiques, là. Donc, quelque chose qui va déterminer si tu réussis ou pas une c'est action, ouais, si c'est tu sûr. Puis gagnes ou si tu perds. la plupart du monde qui dit j'haïs ça les jeux avec des dés ou j'haïs ça les dés, ils parlent de ce genre de jeu. Tu sais, puis c'est quand tu commences Exact. à découvrir puis à te rendre compte que ouais, ben, les dés servent à autre chose, puis c'est pas tout le temps utilisé pour ben, ok, il faut que j'aille 8 pour faire un hit, puis là tu roules du 4D, puis là t'espères avoir 8, tu sais, qu'il y a plein d'autres utilisations. euh, que, que là tu te rends compte, ok, ben finalement c'est pas si pire que ça, mais ben, moi c'est l'aspect hasard, tu sais, c'est l'aspect de tu roules des dés, puis tu t'es un peu pogné avec ça. C'est pour ça que ben, des mécaniques comme le repêchage de dés, ben, t'as un pool commun. Après ça, c'est comment tu balances le premier joueur. Parce que tu sais, là, on parlait de balancing avec toi, ben, le premier joueur, ça peut être tout simplement à chaque tour, il va changer, mais forcément, dans un draft de dés, ben, le premier joueur a plus de choix que le dernier. Tu sais. Fait que là, c'est comment le jeu s'arrange pour que le balancing soit intéressant, puis que, euh, outre que ce soit juste comme ben, le premier joueur il change à chaque tour, mais comment il y a une façon de varier un peu ce balancing-là. Puis sinon, ben, tu parlais
de Quantum, tantôt, que je trouve super intéressant parce qu'avec un dé, c'est ton vaisseau, puis ta valeur, ben, comme tu dis, ça détermine ton nombre de déplacements que tu peux faire, mais aussi la puissance d'attaque et son bonus. Bon, il y a 6 faces, donc ils ont chacun un bonus. Puis dans Quantum, ben, en réalité, la force d'attaque, plus elle est basse, plus c'est fort, là. Fait que c'est comme un petit twist qui fait en sorte que ben, ton 1, il se déplace juste de 1, sauf que c'est ton plus puissant. Ton 6, ben, il se déplace de 6, sauf que c'est la plus grosse C'est quasiment valeur, rien. fait que c'est ce qui vaut le moins en combat, dans le fond. Fait que c'est comme un petit twist un peu qui ont fait en sorte que, ben, avec tu sais, t'as 3 dés sur le plateau, t'as 3 vaisseaux qui, juste en regardant comme ça, t'as toute leur information vraiment Mm. facilement accès. Puis c'est juste les petits bonus spéciaux qui ont que, ben, t'as une fiche, puis tu peux t'y référer, mais comme 3 informations vraiment cruciales avec juste un regard, ça, j'adore, j'aime beaucoup ça, là. Pour Quantum, en plus, ce qui arrive, c'est que pour gagner, il faut que tu prennes le contrôle de certaines planètes. Donc, que tu ailles placer tes petits cubes sur des planètes. Et pour ça, tu dois avoir des sommes précises de dés autour de ces Ouais. planètes-là. Donc, tu pourrais même pas dire, ben, je vais me faire juste des 1 puis je vais aller attaquer tout le monde parce que non, ça va te prendre des gros dés pour être capable d'aller faire une somme Ouais. de 8, 9 ou Sur 10 les autour 4 de la cases planète. adjacentes, là, tu T'auras sais, pas le choix. juste sur les 4 cases, il faut que tu ailles comme une somme de 7 ou de 8. Oui, il faut que C'est ça ça. soit exact. Faut pas que ça Ah, soit ok. ou plus. Fait que c'est vraiment, t'as pas le choix de varier tes dés et tes options. C'est ce qui rend le Il y a jeu même une action, c'est intéressant juste, aussi. tu Là. prends ton vaisseau, tu le rolls, puis et voilà. Viens qui pourra, t'as un nouveau roll. Moi, je vais passer à un autre jeu aussi qui s'appelle Lorenzo il Ah. Magnifico. En fait, c'est pas un draft de dés parce que les joueurs vont tous utiliser les mêmes dés pour faire leurs actions. Donc, on lance, je pense, c'est 3 ou 4 dés au début du tour, puis les joueurs doivent utiliser ces valeurs-là pour faire leurs actions. Et moi, c'est un jeu que je déteste. Pour une seule et bonne raison, j'ai joué 3 parties. Et à toutes les parties, on roulait des 1 et des 2 toute la Ah non. partie. Donc, ça a fait des games vraiment lentes. Personne ne pouvait rien faire. Les actions étaient toutes trop coûteuses. Donc, on se retrouvait à rien faire personne. Donc, on se retrouvait quasiment avec des scores négatifs. Oui, c'est égal pour tout le monde, mais c'est plate Ouais. pour tout le monde. Puis ça a été vraiment la problématique. Puis c'est pas la faute du jeu, parce que le jeu est très bien. Il est super bien reçu dans la communauté, mais moi, j'ai eu des mauvaises expériences, Moi, malheureusement. regarde dans Troy que j'aime l'utilisation, c'est qu'on brasse, on a chacun nos dés, on a un pool de dés à nous, on va brasser les dés. Mais il y a moyen d'aller acheter les dés de l'adversaire. Lorsqu'on l'achète, on donne l'argent à nos adversaires. Puis les actions vont être plus fortes, plus qu'on en a de la même couleur et que les chiffres sont plus hauts. Mais comme je dis, si j'en achète un juste pour compléter, mais un gros lot de dés, le dé va coûter plus cher en plus. Donc, on a comme un pool, c'est juste à nous, mais en même temps, on peut aller piger dans l'assiette des autres. Parce que j'aime bien ça. Eh bien, je crois que ça fait le tour pour cet épisode de Balado Ludique. Alors, ben, merci, messieurs. Ce fut très plaisant de partager ces informations et ces sujets avec vous. Alors, on se dit ben, à la prochaine pour un prochain épisode. Et oui, au prochain épisode, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être un autre animateur et d'autres chroniqueurs qui seront là avec vous. Donc, ça va changer de fois en fois. Ce sera probablement toi, Steve, qui va nous animer ça au prochain épisode. On va essayer de concorder pour que ça fitte dans l'horaire. Si le planning suit, ça devrait être toi, notre prochain animateur pour l'épisode. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. Merci Ciao. beaucoup.